L'infirmière a chuchoté « Elle n'a plus personne ». Il a regardé la petite fille tremblante dans son lit d'hôpital et, sans réfléchir, ces mots lui ont échappé. « C'est ma fille maintenant ». Mais avant de se lancer dans cette aventure, laisse-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu nous regardes et n'oublie pas de t'abonner, car l'histoire de demain va te surprendre. Oh, assis. Michael Hale était assis, voûté sur une chaise en plastique dans la salle d'attente de la pédiatrie, son balai serpillière appuyé contre son épaule comme un soldat fatigué montant la garde. L'horloge au-dessus du bureau d'accueil faisait un bruit trop fort, le genre de bruit qui faisait que chaque seconde semblait durer 1 heure. Sa fille Emily était derrière des portes fermées quelque part au bout du couloir. Un médecin faisait des tests pour les crises d'asthme qui lui volaient son sommeil, lui volaient sa tranquillité, lui volaient les petits moments d'enfance qu'elle méritait. À 10 ans, ses poumons luttaient déjà comme ceux d'une vieille femme. Michael se frotta les mains, les paumes calleuses et rugueuses l'une contre l'autre, et essaya de ne pas imaginer les inhalateurs qui ne fonctionnaient plus, les nuits qui se terminaient par des sirènes d'ambulance. Le café du distributeur automatique à côté de lui était froid. Il n'y avait pas touché. La salle d'attente sentait vaguement l'antiseptique et le nettoyant au parfum de citron, une odeur qu'il connaissait bien, car c'était parfois lui qui poussait le seau dans ses couloirs, nettoyant après les vies qui s'étaient effilochées ici. Ce soir-là, cependant, il n'était pas membre du personnel. Il était juste un père, épuisé, anxieux, assis sur une chaise trop petite pour le poids qu'il portait. C'est alors qu'il l'entendit, un son si faible, si fragile, qu'il se confondait presque avec le bourdonnement des néons. Ce n'était pas le cri aigu d'un enfant qui souffrait, ni la crise de colère d'un petit à qui on avait refusé un jouet. Non, c'était autre chose. Un son qui avait oublié ce qu'était le réconfort. Un doux gémissement, creux, dépourvu d'espoir. Michael leva la tête. Son regard se posa sur le couloir, au-delà du panneau réservé au personnel autorisé, au-delà des endroits où son badge ne lui donnerait pas accès ce soir. Il aurait dû rester assis. Il aurait dû attendre que le médecin d'Emily revienne avec les résultats. Mais les règles n'avaient jamais été plus fortes que son instinct, et son instinct le poussait déjà à se lever. Il laissa son café, quitta la chaise d'attente et suivit le son. Ses bottes grinçaient sur le linoléum ciré tandis qu'il avançait dans le couloir, passant devant des portes entr'ouvertes d'où provenaient des bips d'appareils, où des infirmières murmuraient à voix basse, où des parents se penchaient sur leurs enfants, le visage marqué par l'inquiétude. Et puis, il la vit. Une petite fille, âgée de 6 ou 7 ans, était recroquevillée dans le grand lit d'hôpital comme un moineau pris dans une tempête. Les draps engloutissaient son petit corps, ses cheveux blonds collaient à son front humide, ses petites mains serraient fermement un ours en peluche dont la fourrure était depuis longtemps usée par trop d'amour. L'oreille de l'ours était effilochée, un œil en bouton manquait, mais elle le tenait comme s'il était le seul point d'ancrage qui lui restait dans son monde. Michael se figea dans l'embrasure de la porte, ne voulant pas s'imposer, mais incapable de partir. Elle le regarda alors, les yeux écarquillés, les yeux sombres, les yeux reflétant le genre de tempête que les enfants ne devraient pas avoir à affronter. Il n'y avait aucune accusation dans son regard, aucune exigence, seulement la douleur brute de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps le retour de quelqu'un. Une infirmière passa et croisa son regard. Elle ralentit, puis soupira doucement, le genre de soupir qui en disait long. « Sa mère est partie il y a 1 heure », dit-elle dans un murmure, comme si elle ne voulait pas que ces mots existent. Elle n'a rien signé, elle est juste partie. Michael eut la gorge serrée. Il regarda la fillette seule, malade, abandonnée. Il pensa à Emily, 10 ans, attendant les résultats de ses examens, et à la façon dont son petit doigt s'enroulait encore autour de sa manche lorsqu'elle avait peur. Il pensa à la nuit où la mère d'Emily, sa femme, s'était éteinte sur un lit d'hôpital semblable à celui-ci, le laissant seul face à son chagrin, un bébé dans les bras. Il se souvint du cri creux qu'Emily avait poussé dans son berceau quand personne d'autre que lui n'avait répondu. Ce n'était pas censé être son problème. Il avait déjà assez de problèmes. Loyer en retard, factures empilées sur le comptoir de la cuisine, réduction des heures de travail au service de nettoyage de l'hôpital. Il arrivait à peine à subvenir aux besoins de sa propre fille. Et pourtant, alors que la petite main tremblante de la fillette caressait l'oreille déchiquetée de son ours en peluche, Michael sentit quelque chose bouger au plus profond de lui. Ce n'était pas de la pitié, ni de la charité, mais quelque chose de plus ancien, de plus intense. L'instinct d'un père qui avait déjà trop perdu, qui connaissait le prix de l'absence, l'envie de protéger. Il s'avança dans la pièce, silencieusement, prudemment, comme s'il s'approchait d'un animal blessé qui pourrait s'enfuir.
Elle ne détourna pas le regard. Elle le regarda simplement, les yeux écarquillés et désespérés, comme si elle mettait le monde au défi de lui donner une seule raison de continuer à y croire. Michael eut mal au cœur. Il n'était pas son père. Mais à ce moment-là, debout dans la pénombre de la chambre d'hôpital, il aurait voulu l'être. Elle s'appelait Ava, elle avait 6 ans, mais en la regardant dans les yeux, on aurait pu la croire plus âgée, beaucoup plus âgée. Ses yeux portaient un fardeau trop lourd pour une enfant, le poids sombre de quelqu'un qui savait déjà ce que signifiait être abandonné. Fragile comme du verre, la peau pâle sur les draps blanchis de l'hôpital, elle serrait un ours en peluche si fort qu'il semblait prêt à se déchirer. Un œil en bouton manquait, l'autre ne tenait plus qu'à un fil, mais elle le serrait comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, le dernier lien qui la reliait à un monde qui s'éloignait. L'infirmière se pencha vers Michael, comme si elle avait honte de ce qu'elle allait dire. Sa mère était partie en claquant la porte 1 heure plus tôt. Une grosse dispute au téléphone. Des investisseurs peut-être, je ne sais pas, dit-elle. L'infirmière a hésité, les lèvres pincées. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une malédiction. Elle n'en pouvait plus. Comme si l'amour était un boulot dont on pouvait démissionner. Comme si être parent avait une porte de sortie par laquelle on pouvait passer quand les réunions devenaient trop longues et la pression trop forte. Michael a senti une douleur dans sa poitrine. Il avait déjà entendu ce genre d'excuses. Les mots étaient différents, mais l'écho était le même. Les gens partaient quand ça devenait trop dur. Il observa à nouveau la petite fille. Ava respirait faiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous les plis d'une couverture beaucoup trop grande pour elle. La pneumonie l'avait affaiblie, expliqua l'infirmière. Mais ce n'était pas seulement ses poumons qui semblaient fragiles. C'était son esprit, sa façon de se replier sur elle-même, comme quelqu'un qui avait déjà appris à ne plus s'attendre à ce que quelqu'un reste. Michael pensa à Emily, sa propre fille. Comment elle s'était accrochée à lui après les funérailles de sa mère, ses petits poings crispés sur sa chemise, terrifié à l'idée que s'il lâchait prise, il pourrait lui aussi disparaître. Les enfants ne devraient pas avoir à supplier pour avoir de la stabilité. Ils ne devraient pas avoir à se battre pour avoir le droit d'être vus, d'être aimés. Ava tout ça, un son faible et rauque qui le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru. Elle ouvrit les lèvres, sa voix si douce qu'elle fut presque étouffée par le bip du moniteur à côté de son lit. « Est-ce qu'elle va revenir ?» demanda-t-elle. La question était trop grande pour un corps aussi petit. Elle ne cligna pas des yeux en la posant. Elle connaissait déjà la réponse, mais elle la posa quand même, parce que les enfants posent toujours des questions. Ils espèrent toujours. L'infirmière ne dit rien. Elle se détourna, s'affairant à ajuster une perfusion, son silence plus éloquent que n'importe quel mot. Michael sentit le vide envahir la pièce, le silence pouvant parfois être perçu comme un rejet. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il rapprocha la chaise, lentement pour ne pas l'effrayer. Sa botte racla doucement le carrelage. Il s'assit, se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur les siens. Elle le regardait avec la méfiance de quelqu'un habitué à la déception. Il ne broncha pas, il ne détourna pas le regard. « Je suis là maintenant », dit-il. 3 mots prononcés non pas comme une promesse à évaluer, mais comme un fait déjà établi. Sa voix avait les accents rugueux d'un homme qui avait traversé trop de tempêtes, mais derrière elle se cachait le ton assuré de quelqu'un qui pensait chaque syllabe. Ava relâcha légèrement son étreinte sur la peluche, ses épaules s'abaissant d'1 centimètre. C'était presque imperceptible, mais Michael le remarqua. La confiance essayait de prendre racine dans un sol qui avait été brûlé. Il resta. Les minutes s'écoulèrent, remplissant l'espace où les mots n'étaient pas nécessaires du bourdonnement stérile de l'hôpital. Parfois, il parlait doucement, lui demandant si elle voulait de l'eau ou si elle aimait dessiner. La plupart du temps, il restait simplement assis, gardien silencieux contre le vide qui s'était insinué dans son monde. Dans une autre chambre, au bout du couloir, Emily était sous surveillance. Les médecins vérifiaient sa respiration, les infirmières remplissaient ses dossiers. Michael aurait dû être là, attendant des réponses concernant sa propre enfant. Mais il ne bougeait pas. Quelque chose l'ancrait au chevet d'Ava, la certitude silencieuse que ce moment était important, peut-être plus qu'il ne pouvait le comprendre. Les yeux d'Ava finirent par se fermer, ses cils tremblants contre ses joues pâles. L'ours en peluche glissa légèrement de sa main, mais ne tomba pas. Elle respirait faiblement, mais elle dormait. Michael se pencha en arrière sur sa chaise, épuisé, et laissa le poids de ce qui venait de se passer s'installer. Il était entré dans cette chambre en étranger. Il était maintenant assis là en tant qu'autre chose, pas son père, pas encore, mais peut-être, juste peut-être, le début de l'un d'entre eux. L'esprit de Michael retourna dans un endroit où il détestait revenir, mais qui ne le quittait jamais longtemps.
Le couloir était tout aussi blanc, tout aussi stérile, bourdonnant des mêmes machines qui comptaient les respirations et les battements de cœur. Il se souvenait de la façon dont le carrelage brillait sous la lumière crue, comme si même le chagrin devait être poli pour paraître respectable. Émilie n'avait que 2 ans, attachée dans une poussette trop grande pour son petit corps. Ses cris rebondissaient sur les murs, aigus, paniqués, à la recherche de quelqu'un qui ne reviendrait jamais. La respiration de sa femme était devenue de plus en plus courte et superficielle, jusqu'à disparaître complètement, et le bruit des sanglots d'Émilie avait rempli le silence. C'est cette nuit-là que Michael avait appris ce qu'était l'abandon. Pas le genre où quelqu'un choisit de partir, mais celui où quelqu'un est arraché, et où on ne peut rien faire d'autre que rester là, impuissant, à ramasser les morceaux. Il regarda Ava, fragile et petite, dans son lit, serrant son ours en peluche abîmé comme s'il s'agissait de son dernier ami. Ses lèvres tremblaient même dans son sommeil, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. Ça le serrait comme du sel, enfoncé dans une plaie ouverte, lui rappelant à quel point un enfant apprend vite le poids de la perte. Le son creux qu'elle avait émis plus tôt, en demandant si sa mère allait revenir, n'était pas seulement sa voix. C'était à nouveau la voix d'Émilie. C'était celle de tous les enfants abandonnés, attendant en vain des pas qui ne reviendraient jamais. Il n'avait pas prévu ça. Mon Dieu, il n'avait pas les moyens de prévoir ça. Sa vie était déjà maintenue par du ruban adhésif et des heures supplémentaires. Le loyer était souvent en retard. Les courses étaient de moins en moins abondantes chaque mois. Les inhalateurs d'Émilie s'empilaient comme des espoirs fragiles dans un placard de la cuisine. Chacun d'entre eux lui rappelait que les plus petites choses pouvaient se transformer en urgence. Certaines nuits, il s'asseyait à table avec les factures étalées comme des cartes de bataille, les fixant jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Il arrivait à peine à s'en sortir avec un enfant. L'idée d'en avoir un autre était de la folie. Et pourtant, il était là, assis sur une chaise, près du lit d'une fille qui n'était pas la sienne, la regardant trembler dans ses rêves fiévreux. Il ne pouvait pas s'expliquer ça, pas d'une manière qui tiendrait la route à la lumière froide du matin. Mais certaines décisions, celles qui changent le cours d'une vie, ne se prennent pas avec la tête. Elles se prennent d'abord avec le cœur, de manière imprudente et brute, bien avant que la raison n'ait eu le temps de s'exprimer. L'infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux, ajuster une perfusion et griffonner des notes sur son dossier. Michael s'est penché vers elle, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Ava. « Ne la laissez pas se réveiller seule », a-t-il murmuré. Il avait la gorge serrée, mais ses mots étaient de ferme. L'infirmière le regarda, le regard adouci, et hocha une fois la tête. C'était un petit geste, une simple promesse, mais pour Michael, ça signifiait tout. Il se cala dans sa chaise, l'épuisement le submergeant comme une marée qui se retire vers la mer. Ses muscles étaient endoloris par les longues heures de travail, ses paupières lourdes à cause des nuits qui semblaient ne jamais finir. Mais alors qu'il était assis là, fixant la petite silhouette d'Ava recroquevillée sous la couverture, quelque chose le frappa avec une force soudaine. Il n'avait pas seulement demandé qu'on la réconforte ce soir-là. Il n'avait pas seulement parlé de cette soirée fiévreuse passée dans un lit d'hôpital. Non, ces mots venaient de plus loin, d'un endroit creusé, la nuit où les cris d'Émilie avaient résonné dans le couloir et où personne d'autre n'était venu en courant, d'une partie de lui qui avait juré en silence que sa fille ne se sentirait jamais abandonnée. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, ce serment avait pris de l'ampleur. Il dépassait Émilie et s'étendait aussi à cet enfant. Il réalisa avec un sursaut qui le fit se redresser sur sa chaise qu'il venait de se promettre quelque chose d'énorme, d'irréversible, qu'aucun enfant à sa portée, aussi brisé ou oublié soit-il, n'aurait plus jamais à se réveiller dans une chambre vide. Le lendemain matin, l'atmosphère était différente dans l'aile de l'hôpital. Le silence des soins nocturnes, les voix basses des infirmières, le bruit des chariots, les toux occasionnels qui résonnaient dans les couloirs stériles étaient rompus par le cliquetis sec des talons frappant le carrelage. C'était le son de l'autorité, un rythme trop délibéré pour appartenir à un service pédiatrique. Un léger sillage de parfum, riche et coûteux, flottait devant elle comme un avertissement. Les têtes se tournèrent, les infirmières se redressèrent. Même le médecin qui traînait près du poste des infirmières ajusta sa cravate, comme si sa présence exigeait que tout le bâtiment se mette au pas. Rebecca Ward arriva comme une tempête, soudainement, de manière tranchante et impossible à ignorer. Âgée de 38 ans, PDG d'une entreprise dont le nom était imprimé sur les gratte-ciel, elle portait ses lunettes de soleil à l'intérieur comme si elles étaient une armure. Sa posture était impeccable, mais les contours de son visage trahissaient son manque de sommeil. Ses yeux cernés, ses lèvres pincées en une ligne trop fine pour tenir. Elle balaya la pièce du regard,
comme si elle évaluait des actifs plutôt que des vies. Lorsque son regard se posa sur la petite silhouette dans le lit, ce n'est pas une douceur maternelle qui apparut. C'était un regard calculateur, rapide et froid. Le regard de quelqu'un qui évalue le poids d'une responsabilité par rapport à la gêne occasionnée par celle-ci. Comment va-t-elle? La voix de Rebecca était neutre, tout à fait professionnelle. Aucune émotion, aucune hésitation sur le mot « elle ». L'infirmière, professionnelle mais mal à l'aise, donna les dernières nouvelles de manière clinique. La fièvre baissait, les poumons étaient encore congestionnés, la pneumonie était toujours grave, mais se stabilisait. Rebecca hocha la tête une fois, sèchement, comme si elle approuvait un rapport trimestriel. Elle avait déjà son téléphone en main avant que l'infirmière ait fini de parler, son pouce glissant sur l'écran avec l'urgence de quelqu'un dont la vie réelle existait dans les chiffres et les emails, et non dans les respirations fragiles d'une fillette de 6 ans. Michael se tenait à proximité, un balai à la main, faisant semblant de nettoyer une partie du sol déjà brillant, la mâchoire serrée tandis qu'il observait la scène. C'était sa fille, sa chair et son sang, malade et effrayée, allongée dans un lit beaucoup trop grand pour son petit corps. Et pourtant, la présence de Rebecca ressemblait plus à une performance pour le personnel qu'à un retour à la maison pour son enfant. Michael serra le manche de la serpillière jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il pensa à Emily, pensa aux nuits où il avait dormi assis sur une chaise d'hôpital juste pour s'assurer qu'elle ne se réveille jamais seule. Voir une mère se tenir à quelques mètres et agir comme si sa fille n'était qu'un autre point à gérer. Ça a déclenché en lui quelque chose de vif, quelque chose qui brûlait lentement et dangereusement. Rebecca a finalement posé son téléphone juste assez longtemps pour s'approcher du bord du lit. Elle s'est penchée, les lèvres près de l'oreille d'Ava, lui chuchotant quelque chose que seule sa fille pouvait entendre. Mais Ava a détourné le visage, enfouissant sa joue dans la fourrure usée de son ours en peluche. Elle ne dit rien. Elle ne regarda même pas sa mère. Le rejet était silencieux, mais il résonnait plus fort que n'importe quelle protestation criée. Rebecca se redressa rapidement, remettant son masque en place, mais ses doigts tremblèrent lorsqu'elle remonta ses lunettes de soleil sur son nez. Ce petit moment en disait long. Aucun communiqué de presse, aucune déclaration holiste, aucune excuse publique soigneusement formulée ne pouvait effacer l'image d'un enfant se détournant de sa propre mère. Michael l'a vu clairement, plus nettement que toute autre chose dans cette pièce. Ce n'était pas une erreur due à la fatigue, à l'ignorance ou au manque de ressources. C'était quelque chose de plus froid. C'était l'absence déguisée en tailleur chic. C'était l'abandon caché derrière un parfum de créateur et des verres teintés. Rebecca a murmuré quelques dernières instructions au personnel, d'une voix sèche et efficace. Puis elle pivota, ses talons frappant à nouveau le sol, et sortit aussi vite qu'elle était entrée, déjà au milieu d'un appel téléphonique avant que les portes automatiques ne se referment derrière elle. L'espace qu'elle laissait derrière elle semblait plus lourd, pas plus léger. Michael expira lentement, relâchant sa prise sur le manche du balai. Il jeta un coup d'œil à Ava. Elle n'avait pas bougé. Elle serrait toujours son ours en peluche. Son visage était fermement détourné de la porte par laquelle sa mère avait disparu. Et dans ce silence fragile, Michael comprit quelque chose avec une clarté absolue. Quoi qu'il arrive ensuite, cette petite fille avait besoin de plus que du devoir. Elle avait besoin de quelqu'un qui resterait. Cela se produisit rapidement, comme le font souvent les moments qui changent une vie, sans avertissement, sans cérémonie, sans laisser à personne le temps de réfléchir aux conséquences. Le téléphone de Rebecca avait vibré, une vibration aiguë qui semblait plus importante que l'enfant dans le lit, et elle était sortie au milieu d'une phrase. Ses talons ont claqué dans le couloir jusqu'à ce que le bruit s'estompe, et la pièce est restée silencieuse. L'absence était immédiate, étouffante, comme si l'air avait été aspiré au moment où elle avait franchi le seuil. Ava s'est agitée contre l'énorme oreiller de l'hôpital, les cils battants, sa petite main serrant toujours l'ours en peluche par son oreille effilochée. Ses yeux se sont ouverts lentement, s'adaptant à la faible lumière qui filtrait à travers les stores. La première chose qu'elle fit fut de jeter un coup d'œil vers la porte, vide. Elle cligna des yeux une fois, puis 2 fois, comme si le fait de continuer à regarder allait faire apparaître la silhouette qu'elle attendait. Comme cela ne se produisait pas, sa poitrine se souleva et s'abaissa trop rapidement. Sa respiration s'accéléra comme un hoquet et une lueur humide apparut au coin de ses yeux. « Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» murmura Ava. Ce n'était pas tant une question qu'une confession. Des mots prononcés dans le vide, car les garder à l'intérieur lui faisaient encore plus mal. Michael se tenait juste à l'extérieur, son balai appuyé contre le mur, attendant,
mis sur ses gardes, mis dans l'ombre. Le son de sa voix le bouleversa d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Quelque chose dans sa petitesse, dans son honnêteté tremblante, toucha la cicatrice en lui qui n'avait jamais vraiment guéri. Il entra avant d'y réfléchir à 2 fois, franchissant la ligne entre témoins et participants. Il s'agenouilla à côté du lit, les genoux appuyés sur le carrelage froid. Pendant un instant, sa main resta suspendue au-dessus de la sienne, incertain du droit qu'il avait. Que pouvait-il bien revendiquer? Mais l'hésitation céda la place à l'instinct, et il posa doucement ses doigts calleux sur sa petite main. Le contraste était saisissant, sa paume rugueuse et burinée recouvrant la sienne, petite et fragile, puis les mots vinrent. Non planifiés, non mesurés, non approuvés par la raison ou le pragmatisme. Ils lui échappèrent comme quelque chose qui attendait au fond de sa gorge depuis des années. « Elle est ma fille, maintenant ». Dès qu'ils sortirent de sa bouche, leur poids le frappa en plein cœur. Il retint son souffle. Il ne savait pas s'il avait voulu les dire à voix haute ou si la vérité s'était simplement imposée. Ça la surprit, comme s'il entendait un étranger parler à travers ses propres lèvres. La logique lui criait qu'il ne pouvait pas se le permettre, qu'il ne pouvait pas assumer une responsabilité de plus, qu'il ne pouvait pas promettre ce que le monde lui demanderait de prouver. Mais le cœur est rarement calme une fois qu'il a pris une décision. Ava n'a pas bronché, elle n'a pas posé de questions, elle n'hésita même pas. Elle lui saisit la main avec une soudaineté qui faillit lui faire perdre son sang-froid, ses petits doigts serrant avec le désespoir de quelqu'un qui avait attendu toute sa courte vie pour entendre ces mots précis. Elle enfouit son visage dans l'ours en peluche, mais son étreinte resta ferme, inflexible, comme si le fait de lâcher prise pouvait faire disparaître les mots comme de la fumée. De l'autre côté de la vitre, une infirmière qui passait par là se figea. Elle avait entendu, ses yeux s'étaient écarquillés, sa bouche s'était ouverte dans un choc silencieux. Elle ne bougea pas, n'interrompit pas, car quelque chose de sacré avait pris racine dans cette pièce. Michael le sentit aussi. Dans le silence qui suivit, le monde changea. Sa vie, déjà usée par les responsabilités, déjà tendue à l'extrême, venait de prendre quelque chose de plus lourd et d'infiniment plus précieux. Il n'avait pas seulement apporté du réconfort dans une nuit solitaire. Il avait franchi une ligne invisible. Il n'y aurait pas de retour en arrière, ni pour lui, ni pour elle. La respiration d'Ava s'était stabilisée. Les larmes séchaient sur ses joues. Sa main, qui tenait toujours la sienne, se détendait légèrement, non pas dans un geste de libération, mais dans un geste de confiance. Et dans cette confiance, Michael comprit toute la vérité de ce qu'il venait de dire. Rien dans son monde, ni dans le sien, ne serait plus jamais pareil. La réalité arriva avec la prise de service du matin, comme toujours dans les hôpitaux. La nuit adoucissait les choses, donnait du poids et de la sincérité aux promesses. Mais la lumière du jour remettait tout en ordre. Bloc-notes, dossiers, signatures, protocoles. Les hôpitaux ne fonctionnaient pas avec de la compassion. Ils fonctionnaient avec de la paperasse. La femme qui entra dans la chambre d'Ava portait le poids de la bureaucratie entre ses mains. Une assistante sociale. Son blazer était froissé, ses cheveux étaient attachés à la hâte, ses yeux étaient cernés par la fatigue. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vu trop de familles se briser sous ses yeux et qui avait appris à ne pas trop s'attacher. Le bloc-notes qu'elle tenait était son bouclier. « Vous ne pouvez pas simplement la réclamer », dit-elle d'une voix brusque, sèche, qui n'invitait pas à la discussion. Michael se redressa de la chaise à côté du lit d'Ava, le dos raide d'avoir dormi assis, l'esprit encore empli du souvenir de ce qu'il avait murmuré la nuit précédente. Les mots qui avaient tout changé. Il regarda l'assistante sociale, la mâchoire serrée. « Je ne la réclame pas. Je suis là pour elle. » Le stylo de la femme tapait contre le papier, comme si la ponctuation pouvait retenir le flot des besoins humains. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » répondit-elle. « Elle a un tuteur légal. Tant que ça ne change pas, ce n'est pas à toi de prendre les décisions. » Émilie était assise en tailleur sur le lit, ses petites mains tressant maladroitement les mèches de cheveux d'Ava. Elle murmura quelque chose qui fit rire doucement Ava, un son fragile mais réel comme des carillons de verre dans le vent. Ava se pencha vers elle, son langage corporel clair. Ici, elle était en sécurité. Ici, elle trouvait une sororité. La travailleuse sociale s'arrêta à cette vue. Pendant un instant, son stylo cessa de bouger. Elle leva les yeux et quelque chose passa dans son regard. De l'hésitation, peut-être même de la nostalgie. Mais les règles étaient les règles, et elle était tenue de les respecter. Sa mère n'a pas renoncé à ses droits, continua-t-elle d'une voix tendue, comme si elle avait autant besoin de se convaincre elle-même que lui. Tant qu'elle ne l'aura pas fait, Ava sera placée en famille d'accueil temporaire. Pendant qu'on examine le dossier, les mots tombèrent comme un coup de massue. Famille d'accueil.
une autre maison d'étranger, une autre chambre remplie des affaires de quelqu'un d'autre, un autre au revoir. Michael sentit sa poitrine brûler, une pression s'accumuler contre ses côtes comme si quelque chose cherchait à s'échapper. Il repensa à Emily, âgée de 2 ans, qui s'était accrochée à lui après les funérailles. Elle avait eu besoin qu'il lui prouve à chaque instant qu'il ne disparaîtrait pas. Il repensa au murmure d'Ava la veille au soir. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Et comment elle lui avait serré la main quand il lui avait dit la seule chose qu'il pouvait lui dire. Il s'approcha de l'assistante sociale, sans être menaçant, mais inébranlable. Sa voix était toujours calme. « Il faudra me passer sur le corps », dit-il. Elle haussa les sourcils, mais ne broncha pas. Elle avait déjà entendu des menaces, déjà vu de la colère. Mais là, c'était différent. Ces mots n'étaient pas des fanfaronnades. Ils étaient ancrés dans quelque chose d'inébranlable. Un homme qui avait déjà enterré un amour et qui refusait de laisser un autre enfant être enterré dans la solitude. Émilie leva les yeux vers lui, la tresse à moitié terminée, les yeux écarquillés, avec une sorte de respect qu'elle ne lui avait pas montré depuis des années. À ce moment-là, elle vit son père non pas comme l'homme fatigué qui récurait les sols pour payer le loyer, ni comme le papa qui s'endormait parfois à la table de la cuisine, mais comme quelqu'un prêt à s'ancrer comme un arbre face à la tempête. L'assistante sociale changea de position, son stylo grattant à nouveau le bloc-notes, son armure revenant. « Je vais prendre note », dit-elle doucement, même si son ton avait une légère touche de douceur. Elle se tourna vers la porte, les papiers bruissants comme des chaînes. Michael resta où il était, les mains serrées sur les côtés, le souffle coupé mais régulier. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, survivre ne suffisait plus. Il ne se battait plus seulement pour sa propre famille. Il se battait pour le droit d'un enfant à avoir sa place. Et il savait au plus profond de lui-même qu'aucun formulaire, aucune signature, aucune loi de convenance ne l'arrêterait. Rebecca revint alors que le soleil disparaissait derrière les toits de la ville. Les couloirs de l'hôpital baignaient dans la lumière ambrée du soir. Le parfum qu'elle portait ne masquait plus la fatigue dans ses pas, et même si sa posture était toujours impeccable, ses lunettes de soleil avaient disparu, révélant des ombres profondes sous ses yeux. Son masque de salle de réunion était fissuré sur les bords, mais elle se comportait comme si elle pouvait encore commander l'air pour qu'il lui obéisse. Les infirmières lui jetèrent un coup d'œil, puis s'affairèrent rapidement avec leur dossier, comme si la proximité de son regard perçant pouvait les blesser profondément. Michael l'attendait. Il était appuyé contre le mur frais du couloir, les bras croisés, son seau à balai poussé sur le côté comme un accessoire oublié. Il l'avait déjà vu aller et venir, lors de visites rapides ponctuées de regards distraits et d'instructions laconiques. Mais ce soir, elle ne pouvait pas s'échapper. Lorsqu'elle tendit la main vers la porte de la chambre de sa fille, sa voix, grave et posée, retentit. « Pourquoi l'as-tu abandonnée ?» Elle se figea, les doigts suspendus au-dessus de la poignée. Lentement, elle se retourna, les yeux plissés, mais sans colère, seulement avec une retenue fragile et tremblante. Pour la première fois, elle ne semblait pas intouchable. Elle semblait acculée. « Tu crois que c'est ce que je voulais ?» siffla-t-elle. Ses mots étaient tranchants, mais brisés, comme du verre fragile essayant de passer pour de l'acier. Sa voix était maintenant plus grave, son sang-froid s'amenuisant à chaque syllabe. « Savez-vous ce que c'est que de bâtir un empire tout en élevant un enfant qui ne veut pas de vous ?» Michael s'éloigna du mur, s'approcha, les yeux rivés sur les siens. Il ne broncha pas, ne se radoucit pas. Rebecca eut la gorge serrée tandis qu'elle poursuivait. « Chaque fois qu'elle me regarde, elle voit ce que je ne suis pas, ce que je ne pourrai jamais être. Tu sais ce que c'est que de tout donner et que ça ne suffise toujours pas ?» Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, cette confession jaillissant comme quelque chose qu'elle retenait depuis des années. Le regard de Michael ne vacilla pas. Ses mots étaient calmes, fermes et avaient plus de poids que son empire n'en aurait jamais. Elle n'a pas besoin d'un empire, elle a besoin d'une mère. Le silence qui suivit était pesant, comme une lame suspendue dans les airs. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé dans les yeux de Rebecca. Quelque chose de brut et de vulnérable, du regret, peut-être de la peur, certainement. Le genre de peur qui survient lorsque le pouvoir ne peut pas te protéger de la vérité. Mais aussitôt, le masque s'est refermé. Elle a serré les mâchoires, redressé le dos et adopté le ton autoritaire qui lui était familier. « Ne t'en mêle pas », lança-t-elle, comme si cet ordre pouvait rétablir l'équilibre qu'elle sentait lui échapper. Michael ne bougea pas, ne détourna pas le regard. Il vit plus que ses mots. Il vit le tremblement de sa main lorsqu'elle ajusta son blazer, la façon dont sa respiration faiblit avant qu'elle ne détourne le visage. Il vit une femme qui s'effondrait en silence, se cachant derrière ses titres
et sa richesse, tandis que la seule personne qui avait le plus besoin d'elle gisait à quelques mètres de là, tournant son visage vers le mur chaque fois que sa mère s'approchait. Rebecca ouvrit alors la porte, mais son hésitation persista comme de la fumée. La force qu'elle projetait était devenue creuse, l'ombre d'elle-même. Dans la chambre, Ava remuait dans son lit, son petit corps perdu dans les draps d'hôpital. Rebecca hésita à nouveau, sa main agrippant le cadre de la porte trop fermement, les jointures pâles. Michael resta dans le couloir, la mâchoire serrée. Il avait sa réponse. Le pouvoir ne pouvait pas réparer la solitude. L'argent ne pouvait pas effacer l'absence. Et Rebecca, malgré tous ses titres et ses biens, était déjà partie. Elle figurait peut-être encore sur l'acte de naissance, son nom gravé à l'encre que la loi ne pouvait nier. Mais dans les domaines qui comptaient vraiment, les nuits tranquilles, les mots doux pour rassurer, la promesse de ne jamais partir, elle était déjà partie. Les batailles des adultes se jouaient à voix basse derrière des portes closes, dans des disputes sèches sur les responsabilités, les droits et les signatures sur papier. Mais dans la chambre d'hôpital d'Ava, rien de tout cela n'avait d'importance. La guerre pour son avenir, pour sa place dans le monde, se livrait avec des crayons et des bouts de papier plutôt qu'avec des coups de marteau ou des accusations murmurées. Émilie est arrivée un après-midi avec un petit paquet serré contre sa poitrine, des crayons de couleur usés jusqu'à la moelle et une pile de papier qu'elle avait soigneusement plié dans son sac à dos. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu Ava éveillée, faiblement appuyée contre ses oreillers. Teddy Bear était toujours serré contre elle. Sans un mot, Émilie a sauté sur le lit et a étalé les papiers sur la couverture. « On doit construire quelque chose », a-t-elle dit avec l'assurance tranquille d'une enfant qui sait prendre les choses en main sans en avoir l'air. Elle a mis un crayon vert dans la main d'Ava et a gardé le bleu pour elle. Au début, Ava a hésité. Elle s'était habituée au silence, à laisser le monde suivre son cours sans demander son avis. Mais l'énergie d'Émilie était différente. Elle était patiente, pas insistante, douce, sans pitié. Elle commença par dessiner un château dont les tourelles penchaient légèrement, comme si elles aussi étaient fatiguées. Ava regarda, les yeux écarquillés, puis appuya lentement le crayon vert sur la page. Un arbre apparut, irrégulier, mais sincère, ses branches s'étirant vers le ciel d'Émilie. Pendant de longues minutes, aucune des deux ne parla. Les crayons glissaient sur le papier, les couleurs se fondaient en forme, des étoiles parsemaient les coins, une lune tordue pendait bas. Quand Émilie se pencha pour ombrer les fenêtres du château, Ava murmura si doucement qu'on aurait pu ne pas l'entendre si la pièce n'avait pas été aussi silencieuse. « Tu crois qu'il était sincère ?» Sa voix se brisa. Ses yeux se tournèrent vers la porte où Michael s'était tenu tant de fois. Quand il a dit que j'étais à lui, Émilie a arrêté de colorier. Elle a regardé Ava comme seul un enfant peut le faire, directement, sincèrement, sans l'hésitation des adultes. Son sourire était petit, mais assuré. Mon père ne dit pas des choses qu'il ne pense pas. Quelque chose a alors changé dans les yeux d'Ava. Les nuages orageux qui s'étaient attardés semblaient se dissiper un peu, révélant quelque chose de plus doux en dessous. Ses épaules, habituellement crispées comme si elle essayait de disparaître en elle-même, se détendirent. Elle s'appuya contre Émilie, leur tête se touchant légèrement alors qu'elle se penchait sur les dessins. Les papiers bruissaient tandis que leur petit monde grandissait, des châteaux entourés de forêts, des étoiles reliées par des ponts, de minuscules bonhommes allumettes debout sous le ciel qu'elles avaient construit ensemble. Depuis le seuil de la porte, deux infirmières s'arrêtèrent dans leur ronde. Elles se chuchotèrent à l'oreille, étonnées par ce spectacle. Ava souriait, pas faiblement, pas avec incertitude, mais comme si elle avait oublié un instant d'avoir peur. C'était un spectacle si rare qu'il semblait miraculeux, et aucune des deux infirmières n'osa l'interrompre. Michael, debout dans le couloir juste derrière elle, le vit aussi. Il sentit sa poitrine se serrer d'une manière qui n'était pas exactement de la douleur, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Le soulagement se mêlait à la tristesse, la fierté se mêlait à l'admiration. Émilie était plus qu'une fille. Elle devenait le pont entre une fille blessée et le monde qui l'avait laissé tomber. Elle n'aidait pas seulement Ava à guérir. Ava l'aidait aussi. Elle lui apprenait la patience, elle lui apprenait le pouvoir d'être nécessaire. Dans la chambre, des crayons roulaient sur la couverture. Des rires jaillissaient comme un son que les murs n'avaient jamais entendu auparavant. Et pendant un instant, la lutte à l'extérieur s'est estompée. Pas de formulaire juridique, pas de bataille pour la garde, juste deux petites filles qui construisaient quelque chose qu'aucun document ne pouvait définir. La guérison, pensa Michael, n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Parfois,
Elle se trouve dans le grattement des crayons de couleur, dans les questions chuchotées auxquelles on répond avec certitude, dans la façon dont deux enfants peuvent s'asseoir côte à côte et décider sans le dire à voix haute. Nous nous appartenons désormais. L'assistante sociale revint au milieu de l'après-midi lorsque les lumières du couloir brillaient de mille feux et que l'hôpital ressemblait plus à un bureau qu'à un lieu de guérison. Ses chaussures claquaient sur le linoléum avec le rythme fatigué de quelqu'un qui avait parcouru ces couloirs trop souvent. Elle serrait fermement son bloc-notes contre sa poitrine, le même bouclier qu'elle emportait partout, et son expression était d'une neutralité étudiée. Elle avait déjà tout vu, des enfants s'accrochant à la première personne qui se trouvait à proximité, des adultes jurant qu'ils allaient s'impliquer, des promesses faites dans le feu de l'action, puis rompues lorsque la réalité devenait trop exigeante. Son boulot n'était pas de croire, son boulot était d'enregistrer, de recommander, de faire passer l'enfant par le système que l'État avait mis en place pour les enfants comme Ava. Mais dès qu'elle entra dans la chambre, quelque chose vint perturber sa routine. Ava n'était plus allongée, inerte et silencieuse, contre son oreiller. Elle était perchée au bord du lit, ses petits poings agrippant le tissu de la chemise de Michael, comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Sa tête était blottie contre son flanc, ses grands yeux jetant des regards nerveux vers l'inconnu qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Emily était assise de l'autre côté du lit, un bras protecteur autour des épaules d'Ava, comme si elle avait déjà décidé que le rôle de grande sœur lui revenait et à personne d'autre. L'assistante sociale a hésité, son stylo figé au-dessus de la page. Elle s'est éclaircie la gorge, un son trop sec dans l'espace délicat de la pièce. « Monsieur Hyle », a-t-elle commencé prudemment, « j'ai besoin que vous compreniez la réalité de la situation. Vous ne pouvez pas simplement… » Sa voix se brisa quand Ava resserra son étreinte. « Vous ne pouvez pas simplement la revendiquer comme votre fille. » Michael se leva lentement, doucement, se dégageant sans repousser la main d'Ava. Il s'approcha de la femme, les épaules droites, mais ses yeux ne reflétaient aucune malveillance, seulement une détermination inébranlable qui le clouait au sol. « Vous devez comprendre », dit-il d'une voix basse mais inébranlable. « Sa mère ne reviendra pas. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un instant, le seul bruit audible fut le bip régulier du moniteur cardiaque d'Ava. L'assistante sociale changea de position, mal à l'aise. Elle avait entendu parler de 1000 façons différentes dont des parents abandonnèrent leurs enfants, mais l'entendre dire aussi clairement par quelqu'un qui n'était même pas de sa famille lui serra le cœur. « Et si elle le fait ?» demanda-t-elle finalement. Son ton se voulait professionnel, mesuré, mais même, elle pouvait entendre la fragilité qui s'en dégageait. Michael n'hésita pas. Sa réponse fut calme, mais empreinte d'une détermination à toute épreuve. « Alors, elle devra se battre contre moi pour l'avoir. » Quelque chose dans sa façon de s'exprimer fit serrer la gorge de la femme. Ce n'était ni une vantardise, ni une supplication. C'était la vérité mise à nu. Elle l'observa, essayant de classer ce qu'elle voyait dans les cases bien ordonnées que son travail exigeait. Tuteur, gardien temporaire, revendication inappropriée. Mais rien ne correspondait. Ce qui se tenait devant elle n'était pas du désespoir, c'était de la dévotion. Elle regarda à nouveau les filles sur le lit. La petite main d'Emily était toujours posée sur l'épaule d'Ava, ferme, protectrice. Les grands yeux d'Ava s'étaient adoucis, non pas parce que l'assistante sociale avait parlé, mais parce que Michael l'avait fait. L'enfant le croyait, lui faisait confiance, s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. La scène était simple, indéniable. Un concierge aux mains calleuses, un père usé par la vie, mais intact, et deux petites filles trouvant la sécurité dans la présence l'une de l'autre. La travailleuse sociale relâcha son stylo. Sa voix devint plus calme, moins artificielle. « Je ne peux rien promettre, » dit-elle presque à contre-cœur, « mais je vais noter ce que je vois. » Et tandis qu'elle griffonnait des notes sur son formulaire, sa poitrine se serra comme cela ne lui était pas arrivé depuis des années, car parfois, la vérité ne correspondait pas au formulaire. Parfois, elle ne correspondait pas aux politiques, aux réglementations ou aux recommandations bien ordonnées. Parfois, elle ne correspondait qu'au cœur, et le sien, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, portait la fragile douleur de l'espoir. Les nouvelles ne restaient jamais secrètes lorsque le pouvoir était en jeu, et Rebecca Ward était le pouvoir incarné. L'histoire commença par un murmure, une infirmière se confiant à une amie, une employée qui ne supportait pas le silence. En quelques heures, le murmure devint une fuite, et le lendemain matin, il faisait la une des journaux en gros caractères noirs.
La fille de Rebecca Ward, laissée seule. Ces mots faisaient mal, comme une blessure ouverte, pas seulement pour Rebecca, mais aussi pour la petite fille recroquevillée dans un lit d'hôpital qui n'avait rien demandé de tout ça. Les caméras se pressaient à l'entrée de l'hôpital. Les camions des journaux étaient garés le long du trottoir. Les micros pointés vers les portes automatiques ressemblaient à des lances attendant de percer la défense. Tous les journalistes semblaient avides d'une photo de Rebecca Ward à son arrivée, d'une petite phrase pour nourrir la bête. Ils criaient des questions qui n'avaient rien à voir avec la pneumonie, l'enfance ou la guérison. Ava est-elle un fardeau? A-t-elle été abandonnée pour de bon? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Ward Corp? Il ne cherchait pas une mère, il cherchait un titre. À l'intérieur, le personnel hospitalier se déplaçait avec une tension gravée dans leur corps. La sécurité essayait de bloquer le hall principal, mais les caméras trouvaient toujours un autre angle, un autre objectif collé contre la vitre. La société de Rebecca s'efforçait de garder le contrôle. Un communiqué de presse était rédigé et réécrit. Les avocats se disputaient sur la formulation et les membres du conseil d'administration exigeaient des garanties que la marque survivrait au scandale. Pour eux, Ava n'était pas une enfant, elle était un problème d'image. Et puis, aussi vite que le récit avait aiguisé ses griffes, il a changé. Ce n'était pas Rebecca Ward qui avait attiré l'attention, mais le concierge qui avait été vu marchant dans les couloirs avec 2 petites filles, l'une malade et accrochée à lui, l'autre protectrice à ses côtés. Un membre du personnel avait pris la photo, granuleuse mais indéniable. Michael Hale, la tête baissée, tenant les mains d'Emily et d'Ava, alors qu'ils traversaient ensemble un couloir. La légende sous la photo disait simplement « Un père célibataire prend le relais ». L'image s'est répandue plus vite que n'importe quelle déclaration soigneusement rédigée. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les gens ont vu en lui ce que les salles de réunion avaient manqué. Un homme ordinaire qui n'avait rien à gagner, mais qui donnait tout quand même. Les tweets ont afflué. Pas besoin d'être riche pour être un héros. Ce concierge montre ce qu'est la vraie paternité. Des hashtags ont fleuri du jour au lendemain. Des traînées néons de solidarité. Elle est ma fille. Pérez qui reste. Une vraie famille. Michael ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il était trop occupé à aller chercher de l'eau pour Ava, trop occupé à redresser la couverture d'Emily lorsqu'elle s'endormait dans un fauteuil, trop occupé à être présent d'une manière qui ne pouvait être capturée dans les communiqués de presse. Il se fichait des gros titres, des moments viraux, des gens qui faisaient de lui un symbole. Il n'avait qu'une seule préoccupation. 2 petites filles qui avaient besoin de quelqu'un de stable dans un monde qui les avait laissées tomber. Mais Ava l'a remarqué. Elle a vu la photo s'afficher sur le téléphone de l'infirmière. Elle a vu l'écran d'un aide-soignant qui passait et qui faisait défiler les commentaires des inconnus qualifiant Michael de héros, la qualifiant de vue. Ce soir-là, quand le bruit à l'extérieur s'est intensifié, quand l'hôpital a été envahi par le chaos de l'attention, elle a tiré doucement sur la manche de Michael. « Il nous voit », a-t-elle chuchoté. Un fil de voix, mais pleine de quelque chose de nouveau. Michael la regarda, perplexe, jusqu'à ce qu'elle lui montre du doigt le téléphone de l'infirmière, la photo de lui tenant les mains des 2 filles. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur dans ses yeux, pas de honte d'être l'enfant laissé pour compte. Pour la première fois, elle se sentait visible, non pas comme la fille abandonnée d'un PDG, mais comme faisant partie de quelque chose que le monde avait choisi de célébrer. Il déglutit péniblement, écartant une mèche de cheveux de son front. « Il te voit », dit-il doucement. Ava secoua la tête, les coins de sa bouche se relevant légèrement, presque un sourire. « Non, il nous voit. » Et à ce moment-là, l'abandon n'était plus l'histoire, c'était l'amour. Le monde pouvait faire tourner ses récits. Les gros titres pouvaient aller et venir, mais ce qui restait était simple. 3 personnes s'accrochant les unes aux autres comme à des bouées de sauvetage, trouvant une famille dans l'endroit le plus improbable et découvrant que parfois, le pouvoir le plus vrai est celui qui ne rapporte jamais de profit, seulement une promesse. La salle d'audience sentait vaguement le bois poli et le café rassis, un mélange de tradition et de fatigue. Les murs étaient tapissés d'étagères remplies de livres de droit que personne n'avait touchés depuis des années, leur dos n'étant là que pour faire joli. Leur poids était là pour rappeler à tout le monde que la loi était plus ancienne et plus importante qu'eux. Michael était assis à la table la plus proche de la fenêtre, raide dans un costume qui n'était pas le sien, les épaules un peu trop larges, le col tirant maladroitement sur son cou. Un pote de l'église le lui avait mis dans les mains la veille au soir, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas se présenter au tribunal en tenue de travail. Il l'avait remercié, mais en réalité, même si la veste était impeccable,
Ses mains le trahissaient. Callosée, rugueuse, marquée par des années de travail, elle reposait tranquillement sur la table, témoignage silencieux de la vie qu'il avait menée. En face de lui était assise Rebecca, parfaitement calme. Son tailleur bleu marine semblait avoir été fait sur mesure. Ses bijoux étaient discrets mais coûteux. Sa coiffure suggérait la maîtrise. Elle ne se tenait pas voûtée, ne bougeait pas. Même le verre d'eau devant elle semblait intact, comme si la soif elle-même était indigne d'elle. À côté d'elle, son avocat se penchait vers elle et lui murmurait des mots acérés, chaque mot affûté comme une lame, des stratégies polies pour couper court à toute sympathie et s'appuyer uniquement sur la loi. Le juge entra et tout le monde se leva. Il était plus âgé, les cheveux argentés clairsemés sur le sommet du crâne, les rides profondes autour des yeux, creusées par des années passées à écouter des familles brisées, insistaient sur le fait qu'elles pouvaient être réparées par décret. Sa voix avait le poids de la procédure. Il a appelé l'affaire, il a posé les questions. Et puis la bataille a commencé. L'avocat de Rebecca a commencé. Il a brossé un tableau de stabilité mesuré en dollars, d'un avenir pavé de privilèges. Rebecca pouvait offrir des tuteurs, des écoles privées, des soins de santé sans liste d'attente, un foyer sans souci. Les mots tombaient avec douceur, calculés, une présentation de la richesse comme si elle était synonyme d'amour. Rebecca a ajouté son propre témoignage, soigneusement répété. Elle a parlé des opportunités, de la vie qu'elle pourrait offrir à sa fille si seulement elle lui était rendue. Elle n'a pas bafouillé, n'a pas hésité. Sur le papier, c'était inébranlable. Puis vint Michael. Il s'est levé, lissant sa veste mal ajustée, la gorge sèche, mais le regard fixe. Il n'avait ni papier, ni tableau, ni mots soigneusement choisis. Il n'avait que la vérité. Et il l'a dite clairement. Il a parlé des matins où les poumons d'Émilie se serraient, et où il s'asseyait à son chevet jusqu'à ce qu'elle se réveille. Il a parlé des déjeuners préparés à la main, avec des petits mots glissés à l'intérieur, des histoires racontées à la lampe de poche avant de dormir, quand la facture d'électricité arrivait en retard, des mains calleuses qui tressaient mal, mais sincèrement les cheveux avant l'école. Il a admis qu'il n'était pas riche, qu'il n'était pas raffiné, qu'il n'était pas puissant, mais qu'il était présent. Elle n'a pas besoin de perfection, a dit Michael, d'une voix rauque mais assurée. Elle a besoin de présence. Os, gomo, osato. Ces mots ont pesé dans la salle d'audience comme un poids auquel personne ne s'attendait. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il était plein. Le juge s'est penché en arrière sur sa chaise, son regard passant de Rebecca à Michael, puis, finalement, aux enfants. Ava était assise tranquillement, ses petites épaules collées à celles d'Émilie. La main d'Émilie reposait sur la sienne, ferme, protectrice, comme si elle savait que le monde était en train de décider quelque chose de trop important pour elles deux. Puis le juge a remarqué un détail qui comptait plus que tous les témoignages, plus que tous les arguments bien ficelés et les répliques répétées. L'autre main d'Ava était enroulée autour de celle de Michael, ses petits doigts emmêlés dans les siens, plus grands, serrant fort comme si elle avait trouvé son point d'ancrage. Parfois, la vérité ne réside pas dans les arguments. Parfois, elle n'est pas écrite dans les preuves ou polie dans les déclarations. Parfois, elle se trouve simplement dans le choix d'un enfant de s'asseoir à côté de quelqu'un lorsque le monde lui demande de décider où est sa place. Le verdict n'est pas tombé ce jour-là. Pas encore. Il fallait encore remplir des papiers, suivre des procédures, fixer une date d'audience, mais le vent avait tourné et tout le monde, dans cette salle, le sentait. La richesse de Rebecca lui avait peut-être acheté du pouvoir, mais la présence de Michael avait gagné quelque chose de plus profond. Et même si l'affaire n'était pas terminée, même si la loi exigeait encore que les étapes soient suivies, le cœur de l'affaire avait déjà été décidé. Ava avait fait son choix. La salle d'audience était plus froide ce jour-là, mais personne ne savait si c'était à cause de la climatisation ou de la tension. Rebecca Ward était assise à la barre des témoins, le dos raide. Tout en elle reflétait l'image d'une grande femme d'affaires habituée à contrôler. Son avocat l'avait préparée, lui avait fait répéter pendant des heures les phrases qu'elle devait dire, l'image qu'elle devait garder. Mais une salle d'audience, c'est pas une salle de réunion. Et les enfants, c'est pas des rapports trimestriels. L'avocate adverse tournait prudemment autour du pot, posant des questions qui ébranlaient son assurance. Au début, Rebecca ripostait avec précision. Elle parlait d'obligations professionnelles, de responsabilités trop vastes pour que des gens ordinaires puissent les comprendre, des pressions liées à la direction d'une entreprise mondiale. Sa voix était claire,
du même ton qu'elle utilisait pour calmer les investisseurs lorsque les actions baissaient. Mais sous cette voix se cachait un tremblement, faible au début, puis plus fort, comme une fine fissure se propageant sur une vitre. Et pourtant, l'avocat a insisté. « Vous avez laissé votre fille seule dans un lit d'hôpital. » Pourquoi ? Rebecca a ouvert les lèvres, mais aucun son n'est sorti au début. Le silence s'est prolongé, lourd, insupportable. Finalement, elle a expiré, les yeux baissés vers le bois de la barre, comme si elle pouvait y disparaître. « Je pensais, a-t-elle dit d'une voix brisée, le vernis s'effritant. Je pensais qu'elle serait mieux sans moi. » Les mots résonnèrent dans la salle, fragiles, dévastateurs. Des halètements parcoururent la salle d'audience. Même le juge cligna des yeux, son stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes. Pour une femme dont toute l'existence avait été construite sur le pouvoir, cette confession était une fracture dans son armure. Michael, assis à quelques mètres de là, se pencha légèrement en avant. Sa voix n'était pas forte, mais elle transperça l'atmosphère stupéfaite comme une lame de vérité. Et l'était-elle ? Rebecca le regarda alors, les yeux écarquillés pendant un instant, avant de détourner le regard. Sa gorge bougea, mais aucune réponse ne sortit. Elle essaya de former des mots, mais rien ne sortit de sa bouche. Le silence qui suivit était plus fort que n'importe quelle accusation, plus lourd que n'importe quel verdict. Le public s'agita, mal à l'aise, et des chuchotements s'élevèrent comme le bruissement de feuilles sèches. Les journalistes griffonnaient furieusement, leurs stylos s'empressant de capturer le moment où la PDG intouchable s'effondrait. Elle était entrée dans la salle d'audience avec sa fortune, sa réputation, son équipe d'avocats redoutables. Et pourtant, ici, dans le silence qui suivit ses propres aveux, elle n'avait plus rien. Michael se redressa, non pas triomphant, mais assuré. Son costume emprunté toujours aussi mal ajusté, sa cravate légèrement de travers. Mais tout cela n'avait aucune importance. Il n'avait ni titre, ni richesse, ni prestige. Mais ce qu'il détenait à ce moment-là était quelque chose qu'aucun des millions de Rebecca ne pouvait acheter. Il détenait la présence inébranlable d'un père qui était resté. Le regard du juge passa de Rebecca, tremblante à la barre, à Michael, imperturbable à la table, puis à la petite fille assise tranquillement à côté d'Emily, sa main bien serrée dans la sienne. Le contraste était indéniable et il remplit la salle d'un verdict tacite bien avant que le verdict légal ne soit rendu. Rebecca baissa la tête, les doigts tremblants, entrelacés sur ses genoux. Son empire ne pouvait pas la protéger ici, son pouvoir ne pouvait pas réécrire cette vérité. Le monde ne voyait plus une PDG, il voyait une mère qui s'était enfuie au moment le plus important. Et à côté d'elle, visible par tous dans cette salle, se trouvait l'homme qui avait comblé le vide, qui n'avait rien d'autre à offrir que sa présence. Et pourtant, c'était tout, le concierge qui était resté. Les marches du palais de justice bourdonnaient encore lorsque l'assistante sociale le trouva. Les journalistes se pressaient en groupes à proximité, leurs micros tendus vers quiconque était prêt à spéculer sur ce qui venait de se passer à l'intérieur. Michael se tenait à l'écart, la main posée de manière protectrice sur l'épaule d'Emily, tandis qu'Ava s'accrochait à son autre bras comme si le monde risquait de l'arracher à lui si elle relâchait son étreinte. Sa veste de costume était froissée, sa cravate de travers, mais son regard était clair. Il était entré dans ce bâtiment en tant que concierge sans pouvoir, et il en était sorti avec quelque chose que l'argent ne pouvait mesurer, une crédibilité forgée par l'amour. Les talons de l'assistante sociale claquaient sur le béton alors qu'elle s'approchait, son bloc-notes calé contre ses côtes, comme s'il s'agissait d'un bouclier dont elle n'était plus sûre d'avoir besoin. Elle l'observa longuement, son regard passant des deux filles accrochées à ses côtés. Puis elle expira et prit la parole. « Si vous êtes sérieux, dit-elle d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue, nous pouvons entamer les démarches d'adoption. » Michael sentit sa poitrine se serrer. Ces mots lui parvinrent lourds, plus lourds que n'importe quel verdict, plus lourds que n'importe quel jugement rendu à l'intérieur. L'adoption. Ce n'était pas une promesse murmurée dans l'obscurité, ni un réconfort donné dans un lit d'hôpital. C'était pour toujours. Son esprit se précipita immédiatement vers les chiffres qu'il avait griffonnés sur des bloc-notes tard dans la nuit. Le loyer en retard, les listes de courses réduites au strict minimum, les inhalateurs pour l'asthme alignés dans le placard comme des sentinelles qu'il pouvait à peine se permettre de garder. Il repensa aux heures passées à nettoyer des sols que personne ne remarquait, à la douleur dans ses genoux, aux heures supplémentaires qui ne semblaient jamais suffire. Comment pourrait-il supporter davantage? Mais avant que le doute ne se transforme en hésitation, Ava bougea. Elle se blottit contre sa poitrine, les bras serrés autour de sa taille.
Sa voix tremblait contre sa chemise, étouffée, mais suffisamment claire pour dissiper toutes ses craintes. « S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. » C'était tout. Tous ses arguments s'effondrèrent. Toutes ses inquiétudes concernant les factures, les chiffres et ce qui lui manquait se turent. Le choix avait déjà été fait bien avant les formalités administratives, bien avant les audiences. Il avait été fait la première fois qu'il s'était agenouillé à côté de son lit et lui avait dit qu'elle n'était pas seule. Il l'enlaça, la serra contre lui, et lorsqu'il releva la tête, sa voix portait le poids tranquille de la conviction. Commencent les démarches administratives. L'assistante sociale cligna des yeux, son masque professionnel vacillant légèrement, tandis qu'elle griffonnait sur son bloc-notes. Ces mots n'avaient aucune hésitation, aucune échappatoire, aucune condition. Il ne s'agissait plus de survie, il s'agissait d'appartenance. Émilie se glissa dans leur étreinte, ses bras minces s'enroulant autour de deux. Elle se pencha vers Ava, ses lèvres effleurant son oreille tandis qu'elle murmurait « Je t'avais dit qu'il était sincère ». Ava laissa échapper un petit son brisé, mi-sanglot, mi-rire. Le genre de son qui se produit lorsque l'espoir l'emporte enfin sur la peur. Elle enfouit son visage plus profondément dans la poitrine de Michael, ses petites épaules tremblant comme si elle ne pouvait croire que la sécurité l'avait réellement choisie. Michael serra les deux filles plus fort, les yeux levés vers le ciel au-dessus du palais de justice, pâle et strié de nuages. Pour la première fois depuis des années, sa poitrine ne se sentait pas vide. Il se sentait plein, douloureusement, effroyablement, merveilleusement plein. Une famille de 3 personnes, unie non pas par le sang, mais par choix. Et debout là, avec la supplique d'Ava qui résonnait encore dans ses oreilles et la certitude d'Émilie qui flottait dans l'air, Michael réalisa que le choix était plus fort que les circonstances, plus fort que la peur, plus fort que tous les murs que le monde avait essayé d'ériger entre eux. Ce n'était pas temporaire, c'était pour toujours. Les nuits d'Ava étaient les plus difficiles. La lumière du jour lui offrait des distractions. Colorier avec Émilie, jouait tranquillement dans un coin, le bourdonnement des rediffusions télévisées. Mais la nuit, tout revenait. Quand les machines de l'hôpital se taisaient et que les couloirs se vidaient de leurs pas, quand la maison était plongée dans l'obscurité et que les murs ne portaient plus que le bruit de sa respiration, c'est là que la peur revenait. Elle arrivait comme une vague, déferlant sur son petit corps jusqu'à ce qu'elle se réveille en sursaut, le cœur battant à tout rompre, la gorge irritée par des cris qu'elle ne savait pas avoir poussés. Michael était toujours là. Peu importe à quel point il était épuisé après ses doubles gardes, peu importe à quel point son corps réclamait du repos, il accourait dès que ses cris brisaient le silence. Il s'asseyait sur le bord de son lit, son grand corps courbé pour pouvoir la regarder dans les yeux, sa voix basse et calme comme un roc. « Je suis là », murmurait-il encore et encore, comme si le simple fait de le répéter pouvait la rassurer. « Je suis là, je ne vais nulle part ». Parfois, il restait comme ça jusqu'à l'aube, sa main posée légèrement sur la sienne, sentinelle silencieuse contre les terreurs qui surgissaient lorsque le monde fermait les yeux. Émilie était tout aussi constante. Elle se réveillait au son des pleurs d'Ava et se glissait silencieusement dans la chambre, les cheveux emmêlés par le sommeil, les yeux embrumés, mais déterminés. Sans attendre la permission, elle grimpait dans le lit à côté d'elle, pressant sa petite main dans la paume d'Ava. « Ça va ?» murmurait-elle, à moitié endormie, mais toujours sûre d'elle. « Tu es en sécurité ?» Et Ava, tremblante, finissait par se calmer, prise entre les promesses chuchotées de Michael et la présence rassurante d'Émilie. Ça n'a pas été immédiat. La guérison ne l'est jamais. Pendant des semaines, les cauchemars sont revenus avec la même intensité, replongeant Ava dans le souvenir de l'abandon. L'image de sa mère franchissant la porte se rejouait dans son esprit comme une berceuse cruelle. À chaque fois, Michael et Émilie répondaient de la même manière, avec patience, présence et un amour qui ne faiblissait pas. Lentement, l'intensité s'est estompée. Les pleurs se sont raccourcis, les tremblements se sont atténués. Les cauchemars n'ont pas disparu d'un seul coup, mais chaque fois qu'elle se réveillait, elle trouvait la preuve que cette fois-ci, personne ne partirait. Un matin, après une nuit sans larmes, Michael l'a trouvée à la table de la cuisine, un crayon à la main. Elle dessinait une maison, aux murs tordus mais colorés, aux fenêtres jaunes lumineuses. À l'intérieur, il y avait 3 personnages, de petits bonhommes, avec des sourires trop larges pour leur tête. Elle lui a tendu le papier timidement, cherchant son approbation dans son regard. Il l'a examiné, la gorge serrée, puis l'a accroché au frigo avec un aimant en forme d'étoile. « Et c'est parfait », a-t-il dit doucement. C'est devenu une habitude.
Chaque semaine, de nouveaux dessins apparaissaient, d'autres maisons, toujours avec 3 personnages à l'intérieur. Parfois, elle ajoutait des fleurs le long de l'allée, parfois un chien qu'elle souhaitait avoir, parfois un soleil qui s'étendait sur le toit comme une main chaleureuse. Michael accrochait tous les dessins. Bientôt, la porte du frigo n'était plus seulement un appareil électroménager, c'était une galerie, un témoignage de guérison raconté à coups de crayon et de papier cartonné, la preuve que la peur d'Ava cédait la place à un sentiment d'appartenance. Les rires vinrent ensuite, timides au début, hésitants, comme si elle devait tester si c'était permis. Émilie les a fait sortir en faisant des grimaces, en chuchotant des blagues que seules les sœurs peuvent inventer. Puis ils sont devenus plus forts, remplissant la maison d'un son dont Michael ne savait pas qu'il avait tant besoin. Chaque rire était une victoire, chaque sourire était une étape importante. Parfois, dans le calme de la nuit, quand la maison était enfin endormie, Michael se tenait devant le frigo et regardait les dessins. Il pensait que la guérison ne se fait pas toujours sous le soleil. Parfois, elle se forge dans l'obscurité, dans les endroits bruts où la peur n'est pas combattue par des explications, mais par la présence. Parfois, elle se construit dans les chuchotements de minuit, dans les promesses répétées jusqu'à ce qu'un enfant finisse par y croire. Et en regardant ces maisons dessinées au crayon, toujours avec 3 personnages à l'intérieur, Michael comprit quelque chose de plus profond que les mots. Ce n'étaient pas seulement des dessins, c'étaient des déclarations. La preuve que la famille n'est pas toujours héritée. Parfois, elle est choisie. Parfois, on se bat pour elle. Et parfois, on la promet simplement encore et encore jusqu'à ce que la promesse devienne réalité. La société de Rebecca a réagi rapidement, comme le font toujours les entreprises lorsque l'air commence à sentir le scandale. Des communiqués de presse ont été rédigés pendant la nuit. Des déclarations soigneusement formulées ont été diffusées aux journalistes. Des mots comme « mal comprise » et « sortie de son contexte » sont apparus dans les gros titres, accompagnés de photos glamour de Rebecca lors de galas de charité, souriant sous des lustres. Son équipe a présenté son absence non pas comme un abandon, mais comme une période difficile au cours de laquelle elle avait été injustement jugée par ceux qui ne comprenaient pas les pressions liées au leadership. Pour le public, il s'agissait de limiter les dégâts. Pour ceux qui avaient vu le visage d'Ava lorsqu'elle avait murmuré « Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» Ce n'était que du bruit. Michael a tout ignoré. Il a refusé les interviews, a évité les micros tendus devant le tribunal, a fait signe aux journalistes qui traînaient devant l'hôpital de s'en aller. Il n'avait aucune envie de faire le spectacle, aucun intérêt à devenir le symbole de qui que ce soit. Sa vie était déjà bien remplie, avec 2 petites filles qui avaient besoin de lui, des factures qui semblaient ne jamais s'arrêter d'arriver, des nuits longues et lourdes, entre épuisement et gratitude. Il pensait que s'il faisait profil bas, le bruit passerait, mais le bruit l'a quand même rattrapé. Un soir, il se tenait dans le gymnase d'un centre communautaire, où des chaises pliantes étaient disposées en rangées inégales, l'air chargé de l'odeur du café et du cire pour parquet. C'était une réunion pour les parents du quartier. Rien de glamour, juste des gens fatigués qui échangeaient des anecdotes sur l'éducation des enfants avec un budget serré, sur les écoles qui avaient des besoins de financement, sur le fait que l'espoir semblait parfois trop cher pour être abordable. Michael était venu discrètement, dans l'espoir d'écouter, mais quelqu'un l'a reconnu. Puis un autre, jusqu'à ce que tous les regards se tournent vers lui. Il s'est agité inconfortablement sur sa chaise, mais lorsqu'un homme lui a demandé ce qui s'était réellement passé, Michael s'est levé. Il a gardé les mains dans ses poches, la tête légèrement inclinée. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Je ne suis pas un héros », a-t-il simplement dit. « Je suis juste un père qui ne pouvait pas supporter de voir un autre enfant laissé pour compte. » Les mots sont sortis de manière brute, sans fioriture, mais ils ont eu le poids de la vérité. Il n'a pas parlé de Rebecca, ni des tribunaux ou des gros titres. Il a parlé des larmes d'Ava pendant la nuit, de la force tranquille d'Émilie, du fait que parfois, l'amour n'attend pas que vous ayez assez d'argent ou que les circonstances soient favorables. Parfois, il exige simplement que vous soyez présent. Quelqu'un au fond a sorti son téléphone, puis quelqu'un d'autre. À la fin de la soirée, la moitié de la salle l'avait filmé. Il ne s'en est pas rendu compte. Il était trop concentré sur la fin de son discours, sur le fait de se rasseoir, de se replonger dans le silence. Mais Internet s'en est rendu compte. La vidéo s'est répandue plus vite que n'importe quel communiqué de presse n'aurait pu le faire. Elle n'était pas montée, ni éditée. Elle était brute, tremblante, filmée depuis des chaises pliantes, avec un mauvais éclairage. Et c'est peut-être pour ça que ça a marché. Des gens de tout le pays l'ont partagé.
Des pères ont admis qu'ils avaient échoué et qu'ils voulaient faire mieux. Des mères ont écrit des messages d'espoir sur les nuits où elles aussi s'étaient assises dans des chambres d'hôpital en priant pour que quelqu'un reste simplement. Les hashtags sont revenus, non pas comme du bruit cette fois, mais comme un refrain. Fathers who stay, love is enough, she's is my daughter. Dans le petit salon de leur appartement, Ava et Emily étaient assises en tailleur sur le sol, le visage éclairé par la lueur vacillante de la télévision. Ava serrait son ours en peluche dans ses bras, les yeux écarquillés, tandis qu'elle regardait la vidéo floue de Michael apparaître au journal télévisé du soir. Sa voix était douce, fatiguée, mais ferme, remplissant la pièce comme elle avait rempli le centre communautaire. Quand le clip s'est terminé, Ava s'est tournée vers Emily, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais pleine d'une fierté qui lui gonflait la poitrine. « C'est mon père ». Le monde avait douté de lui, l'avait considéré comme un simple concierge, un homme aux mains rugueuses et aux poches vides. Mais Ava ne l'aurait jamais fait. Il n'était pas un titre de journal ou un symbole. Il était la promesse tenue quand le monde s'était détourné, et cela représentait tout pour elle. Le couloir était le même si le temps avait passé. Les mêmes carreaux blancs s'étendaient à l'infini. Les mêmes lumières au plafond bourdonnaient d'un léger ronronnement électrique. Et la même odeur d'antiseptique flottait dans l'air. Mais pour Michael, qui marchait maintenant avec la main d'Ava dans l'une de ses mains et celle d'Emily dans l'autre, l'endroit semblait différent. Ce n'était pas la peur qui lui serrait la poitrine cette fois-ci. Ce n'était pas le chagrin ou l'épuisement. C'était quelque chose de plus calme, de plus stable, le genre de paix qui ne vient qu'après avoir survécu à des tempêtes qui, pensait-on, allaient nous briser. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, Ava hésita. Ses petits doigts se crispèrent autour des siens, non pas par peur, mais sous le poids du souvenir. Emily leva les yeux vers sa sœur, puis lui serra la main de manière rassurante. Ensemble, ils entrèrent tous les trois. La chambre était désormais vide. Plus de lignes de perfusion, plus de moniteurs cardiaques qui clignotaient dans le coin, plus de petites silhouettes tremblantes sous une couverture trop grande pour elles. Juste un lit bien fait avec des draps blancs impeccables et une légère odeur de désinfectant. Et pourtant, même dans son immobilité, la pièce résonnait d'échos. Michael pouvait les sentir. Il pouvait presque entendre à nouveau la question creuse d'Ava. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Celle qui s'était gravée en lui et avait tout changé. Ava lâcha sa main et marcha lentement vers le lit. Elle passa ses doigts le long de la barrière, le visage impassible. Pendant un instant, elle ressembla à la petite fille effrayée qu'elle avait été, celle qui s'était accrochée à un ours en peluche abîmé et avait essayé de disparaître dans les plis d'un oreiller. Mais ensuite, elle se tourna vers lui, les yeux plus brillants, plus mûrs en quelque sorte. « C'est ici que tu m'as sauvé », murmura-t-elle. Michael déglutit, les mots lui serrant la poitrine avec une tendresse douloureuse. Il secoua la tête, la voix rauque mais ferme. « Non, petite, c'est ici que tu m'as sauvé. » Pendant un instant, le silence s'installa entre eux. Puis les lèvres d'Ava se courbèrent en un sourire. Pas le sourire hésitant auquel il s'était habitué. Pas le petit sourire qui trahissait une certaine tristesse. Ce sourire était différent. Il était complet. Il était libre. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle souriait, sans que la tristesse ne vienne l'assombrir. Emily s'appuya contre le rebord de la fenêtre, les rayons du soleil se reflétant dans ses cheveux. « C'est bizarre, hein ?» dit-elle doucement. Comme si tout devait être pareil, mais ce n'est pas le cas. Michael regarda autour de lui la chambre, le lit stérile, les murs blancs. L'air qui sentait plus le souvenir que les médicaments à présent. Il hocha la tête. C'est parce que ce n'est pas la chambre qui a changé. C'est nous. Ava grimpa prudemment sur le lit, ses petites jambes balancées par-dessus le bord. Elle s'assit bien droite, les épaules en arrière, comme pour le revendiquer. Emily la rejoignit sans hésiter et se blottit contre elle. Michael resta debout un instant, les observant. Les deux filles, qui étaient autrefois des étrangères l'une pour l'autre, étaient désormais si proches qu'il était difficile de les imaginer séparées. Il traversa la pièce et s'assit au pied du lit, sa présence remplissant le silence sans avoir besoin de mots. La guérison avait fait son chemin. Le concierge qui, autrefois, nettoyait ces mêmes sols, invisibles aux yeux du monde, était maintenant devenu quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pas à cause de l'argent, ni du pouvoir, mais grâce à un amour qui avait refusé de lâcher prise. Un amour qui avait transformé l'abandon en appartenance. Un amour qui avait transformé 3 morceaux brisés en un tout. Michael regarda les filles, leurs têtes penchées l'une vers l'autre pour chuchoter un secret, leur rire se répandant doucement dans la pièce qui, autrefois,
n'avait connu que des larmes. Sa poitrine se serra de gratitude. Il réalisa que la famille ne se mesurait pas aux noms inscrits sur un certificat ou aux titres figurant sur une carte de visite. Il ne s'agissait pas de richesse, de prestige ou de réputation. La famille se construisait ici, dans des pièces comme celle-ci, dans les promesses tenues alors que le monde avait abandonné. C'était son empire. Pas une salle de réunion, pas un gratte-ciel, mais 2 petites filles qu'il appelait « papa ». Et cela lui suffisait. C'était tout. Elle était arrivée un après-midi ordinaire, glissée dans une enveloppe blanche toute simple qui semblait presque déplacée parmi la pile de factures et de publicités. Pas d'entête d'entreprise, pas de logo en relief, juste une adresse manuscrite tremblante sur le devant. Michael l'avait remarqué en triant le courrier, son pouce s'arrêtant sur l'écriture inconnue. Il avait tout de suite su de qui elle venait. Il ne l'avait pas ouverte tout de suite. Au lieu de ça, il l'a emportée dans l'appartement, le papier léger dans sa main, mais lourd de sens. Émilie était par terre, allongée sur une mer de crayons de couleurs et de dessins à moitié terminés. Ava était assise à la table de la cuisine, son carnet de croquis ouvert, son crayon se déplaçant lentement sur la page, comme si elle dessinait des souvenirs plutôt que des formes. Michael a posé l'enveloppe devant elle. « C'est pour toi », a-t-il dit doucement. Ava la regarda, ses doigts planant au-dessus du bord, avant qu'elle ne la fasse finalement glisser vers elle. Elle déchira le rabat avec précaution, presque avec révérence, et déplia les pages à l'intérieur. L'écriture était élégante mais instable. Le genre d'écriture qui vient de quelqu'un qui a passé sa vie à signer des contrats, mais très peu de temps à écrire aux personnes qui comptent. « Ma très chère Ava », commençait-elle. Michael regarda ses yeux parcourir les lignes, ses lèvres pincées. Les mots se dévoilaient doucement, une confession d'absence, une liste de regrets. Rebecca parlait des salles de réunion et des délais, de la construction d'un empire tout en voyant son enfant lui échapper. Elle admettait avoir échoué, non pas parce qu'Ava n'était pas assez bien, mais parce qu'elle-même n'avait jamais appris à être mère. « Je pensais que tu serais mieux sans moi », disait la lettre. « Je vois maintenant à quel point j'avais tort. Tu méritais mieux que ma peur. Tu méritais mieux que mes excuses. Et même si je ne peux pas effacer le passé, je peux au moins m'effacer et te laisser l'amour que je n'ai pas su te donner. » Il n'y avait aucune demande de garde, aucune exigence de faire partie de l'avenir d'Ava. Juste une dernière ligne qui tremblait là où le stylo avait appuyé trop fort. Merci de lui avoir donné ce que je n'ai pas su lui donner. La pièce était silencieuse quand Ava arriva à la fin. Elle a tenu la lettre un instant de plus, puis l'a posée doucement sur la table et s'est tournée vers Michael. Son regard était fixe, mais sa voix n'était qu'un murmure. « On peut la garder » Michael a ravalé la boule qu'il avait dans la gorge. « Bien sûr » a-t-il répondu. Ses petites mains ont plié la lettre avec soin, en appuyant précisément sur les bords, en alignant les coins comme si le papier lui-même était fragile. Elle l'a glissé dans la poche de son carnet de croquis et l'a lissé. « Pas comme preuve qu'elle est partie », ajouta-t-elle doucement. « Comme preuve que j'ai survécu. » Michael acquiesça, la poitrine serrée d'une douleur à la fois intense et profonde. Ce n'était plus la preuve d'un abandon, c'était la preuve de la survie, de la résilience, d'une fille qui avait été brisée mais pas vaincue. Ce soir-là, Ava dessina à nouveau, son crayon glissant rapidement sur la page. Quand elle eut fini, elle le montra à Emily et Michael. Une petite maison avec 3 personnages à l'intérieur, 2 grands et un petit, et à côté, une lettre pliée, dessinée avec soin. Au-dessus, elle avait écrit de sa écriture irrégulière « Choisi ». Michael sentit ce mot s'ancrer en lui comme un serment. L'histoire d'Ava n'était plus celle d'une enfant indésirable. C'était celle d'une enfant choisie 2 fois. Une fois par une mère qui, en son absence, avait admis la vérité, et une autre fois par un père qui l'avait regardée et n'avait vu en elle ni un fardeau, ni un handicap, mais une fille. Il tendit les bras et serra les 2 filles contre lui, leur rire se mêlant au bruissement des pages de crayon et au bourdonnement de la vie qui continuait. La lettre était rangée en lieu sûr, n'étant plus une blessure, mais un signe du chemin parcouru. Et dans le silence qui suivit, Michael comprit. La survie leur avait donné une famille, mais l'amour les avait rendus complets. La soirée était douce, du genre qui s'installe lentement et sans précipitation, portant avec elle l'odeur de l'herbe coupée et des lilas en fleurs. Le jardin n'avait rien de grandiose, avec sa pelouse inégale, sa clôture métallique légèrement penchée et son barbecue que Michael avait acheté d'occasion il y a des années, mais pour lui, c'était un royaume. La fumée s'échappait paresseusement du barbecue tandis que les hot-dogs grésillaient. Le léger sifflement se mêlait au rire des 2 petites filles qui couraient pieds nus dans l'herbe. Emily et Ava chassaient les lucioles,
leur rire s'élevant dans l'air chaud du printemps comme une musique. Ce matin-là, l'enveloppe était arrivée, épaisse, estampillée de lettres en gras qui avaient plus de poids qu'ils ne pouvaient le décrire. À l'intérieur, des pages marquées de signatures et de cachets racontaient l'histoire que le monde avait enfin rattrapée. Ava n'était plus sous la tutelle de l'État. Elle n'était plus un numéro de dossier ou une enfant dans l'incertitude. Elle était à lui. Elle était sienne, de manière irrévocable et définitive. Michael avait lu les mots 3 fois avant de les croire. Puis Ava avait pris les papiers dans ses petites mains, passant ses doigts sur le sceau en relief, comme si elle pouvait sentir la vérité gravée dessus. Elle n'avait pas dit grand-chose. Elle l'avait juste serré si fort dans ses bras qu'il sentait son cœur battre contre sa poitrine. Émilie avait poussé un cri de joie assez fort pour que les voisins l'entendent, déclarant que c'était le plus beau jour de l'histoire. Et maintenant, alors que le soleil descendait et peignait le ciel d'une douce couleur dorée, ils préparaient leur dîner de fête comme s'il s'agissait d'un festin digne de la royauté. Les lucioles clignotaient paresseusement dans le crépuscule, et Ava poussait des cris de joie chaque fois qu'elle en attrapait une entre ses mains, pour ensuite ouvrir ses paumes et la regarder s'envoler dans les airs. Émilie lui a montré comment les attraper doucement, sans trop serrer. Leurs silhouettes dansaient dans la lumière déclinante, 2 figures bougeant à l'unisson, des sœurs à tous les égards. Michael retourna les hot dogs, leur grésillement lui rappelant tous les repas simples qu'il avait concoctés pour tenir le coup pendant les semaines difficiles. Ce soir, il n'avait pas l'impression de survivre. Ce soir, il avait l'impression d'être dans l'abondance, non pas à cause de ce qu'il mangeait, mais à cause de ceux qui étaient là pour le partager. Quand le repas fut prêt, il les appela. Elles accoururent, les joues rouges, les cheveux en bataille, les yeux brillants de joie. Elles s'installèrent sur les marches arrière, les assiettes en équilibre sur les genoux, déjà tachées de ketchup avant même d'avoir pris la première bouchée. Michael ouvrit une canette de soda, dont le bruit de l'effervescence résonna dans le calme du soir, et la leva vers le ciel. « À mes filles !» dit-il d'une voix calme mais pleine d'émotion. Émilie et Ava sourirent en levant haut leurs briques de jus de fruits. « À papa !» dirent-elles à l'unisson, leurs mots résonnant plus fort que tous les applaudissements qu'il avait jamais entendus. Leurs briques tintèrent contre sa canette, et ce simple son lui sembla être la note finale d'une longue chanson inachevée qui trouvait enfin sa résolution. Au-dessus d'eux, les premières étoiles commencèrent à scintiller, timidement au début, puis de plus en plus franchement à mesure que le ciel s'assombrissait. Michael se pencha en arrière, ses épaules se détendant dans l'air frais, et se laissa imprégner de l'instant. Il repensa à la nuit passée sur les chaises de l'hôpital, aux promesses chuchotées dans l'obscurité, aux salles d'audience lourdes de jugement. Il repensa à quel point tout avait failli lui échapper, à quel point tout avait semblé fragile. Et maintenant, ils étaient là, liés non seulement par le sang, mais aussi par le choix, par la résilience, par un amour qui refusait de lâcher prise. Ce n'était pas seulement une fin, réalisa-t-il. Ce n'était même pas une victoire, même si cela y ressemblait. C'était un commencement. Le début d'une vie qui n'était pas définie par la peur ou l'absence, mais par les rires dans le jardin, par les jus de fruits levés à l'unisson, par une fille qui avait un jour demandé si quelqu'un resterait pour toujours, et qui connaissait désormais la réponse. Alors que les lucioles s'élevaient plus haut et que les étoiles se brodaient dans le ciel nocturne, Michael passa un bras autour de chacune de ses filles et les serra contre lui. Il avait pensé que la survie était tout ce qu'il pouvait leur offrir. Mais ce soir-là, alors que leur tête reposait contre ses épaules, il savait qu'il avait tort. C'était enfin leur foyer, pour toujours. Si cette histoire t'a touché, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la famille se construit sur l'amour et non sur les circonstances. Et n'oublie pas de t'abonner, car d'autres histoires d'espoir, de courage et de seconde chance t'attendent sur le site